C'est François Jubin qui est avec nous, l'autre invité de cette édition de la mi-journée, le président de Wise AM. Bonjour et bienvenue François. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va se focaliser avec vous sur les marchés cotés, les marchés boursiers notamment. Un mot quand même peut-être de l'environnement, des risques qui ont déjà été intégrés, des risques qui sont peut-être encore devant nous. Bon, le sujet de l'inflation est un sujet permanent, très médiatisé aujourd'hui, mais du point de vue des investisseurs, le débat est tranché. Tout le monde a compris que l'inflation était là, qu'elle allait sans doute s'installer pour quelques temps, que les politiques monétaires allaient se normaliser, etc. Ça, c'est un débat d'une certaine manière qui est un peu passé pour les investisseurs. La question qui se pose désormais, c'est quelle va être la capacité de résistance des économies et des entreprises face à ce phénomène inflationniste. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, François ? Oui, tout à fait, parce que le premier... En fait, c'est une espèce de rasoir à deux lames. La première lame, c'était l'inflation avec son risque sur les taux d'intérêt des banques centrales. Et donc ça, effectivement, vous l'avez rappelé, ça a été pris en compte dans le marché et assez douloureusement sur certains thèmes d'investissement. Je pense aux valeurs de croissance, aux valeurs qui étaient les plus premium, qui ont souffert en fait de ce contexte-là. Et puis la deuxième lame, c'est que l'inflation, on le sait, ça joue sur le pouvoir d'achat, pour reprendre un terme qui a fait les gros titres. Oui, bien sûr, dans la campagne électorale. Mais économiquement parlant, effectivement, cette inflation, c'est une perte de pouvoir d'achat. Le revenu réel aux États-Unis des salariés est en train de baisser depuis 6 mois. Voilà. Donc, il y a augmentation de salaire, mais moindre en dessous de l'inflation. Et donc, ça joue sur la consommation à venir. En tout cas, c'est ce que aujourd'hui, c'est ça qui nous inquiète. Ouais. Et on veut vraiment savoir ce qui se passe. Alors, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe. Donc, il va falloir attendre, malheureusement, il va falloir attendre sans doute le deuxième semestre pour voir les entreprises publier. Mais déjà, on peut noter que, paradoxalement, les entreprises européennes ont publié au premier trimestre des résultats exceptionnels et des résultats qui ont été revus à la hausse par les analystes depuis le début de l'année sur l'exercice 2022. Donc ça, c'est un sujet quand même assez paradoxal. On a un taux de marge pour les entreprises cotées. Alors, ce n'est pas l'ensemble de l'économie, mais c'est quand même un baromètre. Cotées, voilà. On a des taux de marge qui sont quasiment historiques. Oui, qui sont très élevés. Ouais. Alors, ça dépend des secteurs, ça dépend... le Nasdaq, par exemple, on a des taux de marge qui sont extrêmement élevés. Mais on a effectivement une profitabilité qui a été extrêmement bien maîtrisée pendant la période Covid. Alors, aidée par les pouvoirs publics, bien entendu, mais quand même, les entreprises ont montré qu'elles étaient agiles et qu'elles ont su s'adapter. Et donc, on voit que les résultats des entreprises sont revus, je parle des résultats attendus pour 2022, sont revenus à la hausse depuis le début d'année. Donc, fille de l'Ukraine, fille de l'inflation, voilà. Est-ce que c'est rassurant, ou est-ce que le risque, c'est que ces niveaux de marge ne soient pas tenables à l'avenir, après une phase où... effectivement, tout le monde avait un peu du pricing power parce qu'il y avait des soutiens ici et là, parce que l'épargne était conséquente, parce que la demande était là, se tenait bien, et que l'illusion nominale, comme on dit, c'est-à-dire que la perte de pouvoir d'achat n'était pas encore dans tous les esprits, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Oui, alors il y a des différences sectorielles. Parce qu'en fait, effectivement, quand on regarde les actions européennes ou... pour prendre les 600 valeurs des actions européennes, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un gros contributeur dans les résultats, c'est le secteur pétrolier. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, donc on a les faits, il y a des gagnants, il y a des perdants, et puis il y a des gagnants qu'on n'attendait pas. C'est le secteur automobile, par exemple, qui a réussi à créer la surprise en ayant des taux de marge qui ont... il n'y avait pas d'offre. Donc, il y avait une demande qui était présente. On l'a bien expliqué, justement. Je trouve que l'exemple de l'automobile est intéressant. Parce qu'on n'avait pas d'approvisionnement en semi-conducteurs, le peu de semi-conducteurs qu'on avait, on l'a mis sur des produits à forte valeur ajoutée, et c'est ce qu'on a vendu en priorité. Et puis les rabais, vous n'avez pas de rabais maintenant. Non. Vous n'avez pas de rabais. Les loueurs de voitures font exactement la même chose.
Les prix ont énormément augmenté sur les locations de voitures. Donc, le secteur automobile a su tirer parti en fait de cet excès de demande par rapport à l'offre. Alors, est-ce que ça va être tenable? Alors, on a des analyses qui nous disent que maintenant on est arrivé à un niveau élevé et qui voient par exemple, sur le secteur pétrolier, des résultats en baisse pour l'exercice à venir. Mais d'autres secteurs vont être plus résilients. Et donc, aujourd'hui, on a des marchés qui ont intégré quand même la partie taux d'intérêt, on en a parlé, et puis qui ont commencé aussi à intégrer la partie croissance. L'impact de l'inflation sur la croissance et sur les bénéfices des entreprises. Donc aujourd'hui, ça se paye, le marché en global, ça se paye 15 fois. Je suis à 12, mes antisèches me disent 12,7 pour le S&P, le stock 600. Le stock 600 pour 2022. Et puis le jeu du secteur pétrolier qui va voir ses résultats partir à la baisse, et puis d'autres secteurs qui vont être plus résilients, fait que globalement, on attend 6% de croissance pour 2023. C'est très peu. Donc, quelque part, on n'a peut-être pas intégré totalement les choses. On sait que les entreprises mettent du temps sans doute à réaliser le fait que l'activité est en train de ralentir. On va voir ce que vont nous réserver les publications trimestrielles du mois de juillet. Bon, aujourd'hui, 6% de performance économique attendu sur 2023, ce n'est pas des anticipations extrêmement folles. Donc, finalement, c'est peut-être pas le pire n'est peut-être pas. Alors, c'est ça. Le pire n'est peut-être pas certain. Voilà. Si effectivement une partie des risques est intégrée, il y a toujours des incertitudes sur l'avenir, mais une partie des risques est intégrée, est-ce que c'est le bon moment de garder la tête froide, de s'intéresser peut-être à des décisions d'investissement un peu stratégiques? Je le disais en introduction, c'est dans les phases un peu de pessimisme exacerbé que c'est souvent le bon moment de prendre des décisions, en espérant que ce soit les bonnes, évidemment, pour des investissements performants sur l'avenir. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il faut toujours garder la tête froide. Oui. Ça c'est une certitude. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'il faut se méfier d'une attitude qui consisterait de dire j'attends de voir une amélioration sur les résultats pour pouvoir investir. Parce que si on attend, ce sera trop tard. Donc finalement, c'est dans les eaux troubles qu'on trouve les meilleures affaires. Alors, les prix bougent avant les résultats. Les prix bougent avant les résultats. Et ça va très vite. Et ça va très vite. Vous avez vu Netflix, Tesla qui a aussi pas mal corrigé. Donc il faut avoir du courage, il faut avoir de l'horizon devant soi. Et une fois qu'on a ça, en regardant quelques chiffres, on s'aperçoit que le marché a quand même aujourd'hui est assez intéressant. Qu'est-ce qui vous paraît opportun de faire? Alors évidemment, chacun a son profil de risque, son profil d'investissement et ses objectifs, mais quelles sont les quelques recommandations types, ou en tout cas quels sont les investissements types là, qui vous paraissent intéressants aujourd'hui? Alors nous, on a une approche très internationale. Et aujourd'hui, on a envie d'avoir sur la partie action, trois grosses idées. D'abord, il y a des secteurs qui sont quand même sur de la croissance installée. On pense à tout ce qui est énergie renouvelable. Et dans le solaire, par exemple, où on a des niveaux de valorisation qui sont tout à fait convenables et attractifs compte tenu de la perspective de croissance et qui ne cessent d'être révisés à la hausse cette fois. Et là, on comprend pourquoi. Il n'y a plus de bulle verte. Ça, c'est terminé. D'accord, voilà, ça c'est terminé. En tout cas sur le solaire. Après, d'accord. Et puis après, il y a des secteurs de la technologie qui sont encore qui devraient être résilients. Alors, souvent dans la technologie, on pense au Nasdaq et dans le Nasdaq, on va voir malheureusement un peu les méga caps qui aujourd'hui ne sont pas forcément que de la technologie. Non. Et puis les plateformes, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de sociétés plutôt mid-cap qui sont dans le secteur de la technologie, et biotech par exemple, qui ont des perspectives qui sont toujours
importante et qui, elle, devrait être résiliente par rapport à un cycle qui devrait se réduire. Et puis la Chine qui est quand même, dans son cycle économique, qui est quand même très, très différente de ce que nous connaissons, parce qu'on n'a pas, on n'a pas la même histoire en Chine qu'aux États-Unis et qu'en Europe. En Chine, la seule chose qui nous embête, c'est le zéro Covid. Voilà. Donc ce zéro Covid, il va y avoir une porte de sortie. On a eu déjà un allègement sur les contraintes sur Shanghai, c'était déjà un premier pas. Et on voit que depuis que tout ça se normalise, eh bien, le marché commence à reprendre. Et là, sur la Chine, on a à la fois des actions qui ne sont pas chères, parce qu'elles ont été fortement dépréciées tout au cours de l'année 2021, et 2022 également. Et puis, on a de la croissance sur ces entreprises qui devraient arriver. Et oui, et on peut spécifier un peu comment on investit en Chine aujourd'hui. Enfin, on peut investir de manière très globale, très générale, ou est-ce que c'est la tech chinoise, en l'occurrence, à laquelle vous faites référence La tech chinoise, le consommateur chinois. Ouais. Voilà, donc l'immobilier, évidemment, c'est pas le secteur sur lequel on a vraiment envie d'aller en Chine, mais voilà, donc il y a tout ce qui est lié à la consommation qui pourrait être consommation et technologie aussi. Qui sont deux thématiques assez fortes dans les investissements sur la Chine aujourd'hui. Ouais. Plus généralement, au-delà de la seule poche action, il y a des stratégies adaptées aujourd'hui. Est-ce que c'est le retour, par exemple, des stratégies flexibles, diversifiées Est-ce que ça fonctionne là ça a parfois fonctionné. Il y a eu des années beaucoup plus compliquées qui ont généré pas mal de défiance de la part des clients vis-à-vis de ces stratégies. Est-ce que là aussi, il y a une forme de retour en grâce de la part des gestions de retour absolu, comme on dit Alors, sur la gestion flexible, chaque cas est particulier. Ouais. Et les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Et on trouve des grands écarts de performance. Oui. Ouais. Et par contre, ce qui nous semble intéressant dans la gestion active, c'est des gestions très techniques qui sont des gestions d'arbitrage sur des niches, sur des secteurs de marché, sur des approches de marché où on est toujours dans une logique. J'achète un titre qui est sous-évalué et je vends un titre qui est surévalué. Ouais. Et l'idée, c'est je bénéficie de la performance relative et non pas de l'évolution globale des marchés. Et ça, dans un contexte où, malgré une hausse des taux qui nous a amené des OAT à 10 ans, à 1,5 en France, sur le 10 ans français, eh bien aujourd'hui, ce 10 ans français, il est à -8, -9 depuis le début de l'année en termes de performance, mais avec 1,5 de rendement attendu, on ne va pas aller chercher, on ne va pas continuer à aller là-dedans. Donc, dans une alternative aux stratégies obligataires, des gestions dites absolute return, très axées, très techniques, très axées sur l'arbitrage, pour peu qu'on les diversifie comme il faut, eh bien, on peut réussir à faire des choses qui vont permettre de temporiser. En attendant un jour de revenir peut-être sur l'obligataire, une fois que les taux seront stabilisés. C'est ça le schéma qu'on a en tête. Merci beaucoup à vous deux, François Jubin qui était avec nous, le président de Wise AM, et je le rappelle, Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy, les deux invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission.